Madame, monsieur, c'est le moment de ressortir vos vieux posters. Eh oui, décollage immédiat pour un voyage cultissime. Cette semaine, à l'approche de l'audience à Los Angeles, qui statuera sur la validité du testament de Johnny Hallyday, les idoles sont en effet à l'honneur dans cet un monde. Alors, quelles célébrités déchaînent les passions dans les autres pays? Que représentent-elles pour nos voisins et pour quelles raisons? C'est ce que nous verrons avec 4 de nos journalistes et néanmoins amis. Et vous le savez, en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, eh bien, toute la séquence qui suit a été évidemment enregistrée. Alors, par ici, les autographes. Sous les feux des projecteurs, voici nos vedettes du jour. Laura Calbus, que l'on rejoindra au Royaume-Uni. Alexia Kefalas, qui nous donne rendez-vous en Grèce. Fanny Leterre, notre correspondante au Brésil. Et enfin, Arnaud Miguet, qui a fait le déplacement en Corée du Sud. Allez, pour la toute première escale, direction le Royaume-Uni. Entre les acteurs, les sportifs ou encore la famille royale, le pays est une véritable fabrique à idoles. Bonjour Laura. Mais quand on pense à la culture britannique, ce sont surtout les groupes de légendes qui résonnent. Et il y en a un en particulier qui a laissé une trace indélébile. Oui, absolument, Laurent. Et je ne vais pas faire durer le suspense, les Beatles. C'est le groupe qui a marqué l'histoire et qui a révolutionné la pop culture et le rock'n'roll. Alors le groupe s'est formé en 1960, il s'est séparé en 1970, mais en 10 ans seulement, ces 4 garçons ont écrit plus de 200 chansons, ils ont gagné le cœur des Britanniques, ils ont conquis le monde et leur succès a traversé les générations. Plus de 600 millions d'albums ont été vendus dans le monde. On parle souvent de Beatlemania et c'est ce phénomène que vous expliquent Maxence Peignet et Alice Broga. C'est une photo qui n'a pas pris une ride. 50 ans après les Beatles, leurs fans prennent eux aussi la pose sur le plus célèbre passage piéton du rock'n'roll, face au studio londonien du groupe de légende. Je pense que les Beatles, c'est un peu comme Michael Jackson. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on est bercé dedans d'une façon ou d'une autre. Certaines chansons ont des refrains très catchy, très simples à mémoriser, même quand on ne parle pas anglais. Come together, right now, over me. Chez les disquaires de la capitale, le groupe qui a vendu le plus de CD de l'histoire reste toujours une valeur sûre. Pourquoi les Beatles ont-ils eu tant de succès? Contrairement à beaucoup de groupes, les Beatles n'avaient que des membres talentueux, et pas juste un bon chanteur avec quelques musiciens. Ils étaient tous les 4 excellents, et même aujourd'hui, quand on écoute leurs chansons, on se demande « mais comment ils ont réussi à faire ça? C'est incroyable !» Et pour répondre à cette question, il faut quitter Londres pour se rendre là où tout a commencé, à Liverpool. C'est dans cette ville du nord de l'Angleterre, entièrement tournée vers la musique, que les 4 garçons ont connu leur premier succès sur la scène d'un club mythique. Bonjour, bienvenue au Cavern Club, berceau de la musique des Beatles, suivez-moi. Ils se sont produits ici 292 fois dans les années 60. Et l'actuel maître des lieux a conscience de détenir les clés de la Mecque du rock, avec ses murs gorgés d'histoire. C'est incroyable de se dire que tout a commencé sur cette petite scène. Le Cavern Club est un lieu de pèlerinage. C'est ici que l'on peut se sentir le plus proche des Beatles. On ne reverra jamais le groupe en concert, mais en venant où ils ont fait leur début, on ressent une vraie connexion avec leur musique. Dans les loges ce soir-là, un groupe local s'apprête justement à monter sur scène. Et après quelques ajustements, la magie opère. I'm John. I'm Ringo. I'm George. And I'm Paul McCartney, that's the one. Les Beatles ont joué ici, donc c'est le club le plus célèbre du monde. On a déjà vu des gens pleurer à nos concerts parce qu'ils rêvaient de voir les Beatles ici. À voir la réaction de la foule, l'illusion semble parfaite. Moi, je viens ici tout le temps, je les adore.
et je me moque qu'on me regarde. Je danse car c'est génial. C'était mon rêve d'enfant. J'étais amoureuse de Ringo Starr. Le Cavern Club est tout pour moi. À Liverpool, l'empreinte des Beatles se trouve à chaque coin de rue. Leur héritage a largement redynamisé la ville et en a fait une destination touristique. Une aubaine pour l'économie locale, comme pour ce musée qui accueille plus de 300 000 visiteurs chaque année. Ici, nous avons le dernier piano de John Lennon. C'était son préféré. Il jouait dessus juste avant d'être assassiné. Les gens savent où se trouve Liverpool grâce aux Beatles et les fans du monde entier veulent venir ici afin de voir où les 4 garçons sont nés. Chaque année, près de 2 millions de visiteurs se rendent à Liverpool sur les traces des Beatles. C'est la première fois que je viens à Liverpool. Je voulais voir la ville des Beatles. C'est merveilleux d'être ici et d'imaginer l'ambiance de l'époque. Le tourisme lié au groupe pèserait même plus de 100 millions d'euros dans l'économie locale. Bon, on vient de le voir, hein, il y a une véritable fascination pour les Beatles. Vous confirmez aujourd'hui, Laura, oui? Oui, absolument, c'est toujours le cas maintenant, puisque Paul McCartney et Ringo Starr, les 2 membres du groupe qui sont encore vivants, font toujours des tournées mondiales en solo. Ils habitent entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Ils ont été anoblis par la reine. Et bien sûr, il y a John Lennon qui a été assassiné à New York en 1980. Et puis George Harrison qui, lui, a survécu à une tentative d'assassinat, mais qui est mort en 2001 des suites d'une maladie. Et quel est finalement l'héritage qu'ils ont laissé à la musique d'aujourd'hui ? Alors, bien sûr, il y a le groupe Oasis, Pink Floyd et même Lady Gaga qui a récemment annoncé que parfois elle était inspirée par les Beatles, mais au panthéon du rock britannique, il y a bien sûr les Rolling Stones et Queen. Et puis, je peux vous le dire, hein, ici, dans les bars, il y a encore plusieurs bars qui jouent des chansons des Beatles. Et puis, si on parle aux jeunes artistes britanniques, ils le disent, hein, ils sont parfois inspirés par les Beatles. Et grâce à vous, Laura, il y a désormais 4 garçons et une fille dans le vent. Merci beaucoup et à très bientôt sur Abbey Road ou ailleurs, si vous le préférez. Allez, pour la suite du périple, nous partons en Grèce à la rencontre d'un dieu vivant. Bonjour Alexia. Alors avant de nous le présenter, est-ce que les idoles sont répandues dans le pays ? C'est une excellente question, Laurent. Bonjour. Eh bien, effectivement, oui, mais pas dans le sens de l'Antiquité. Hein. À l'époque, les idoles sont des statuettes qui ont un visage intangible, un peu comme les statuettes cycladiques, qui ont un visage carré avec un nez long. Donc tout ça pour laisser place à l'imagination, pour donc célébrer les divinités. Alors maintenant, effectivement, au fil des années, c'est plutôt le sens religieux qui a pris le dessus sur ce côté divinatoire. Oui, parce qu'Alexia, les choses ont bien changé depuis quand même. Oui, ça a bien changé, Laurent, je vous rassure. Alors, on en trouve des idoles. Il y a une grande différence entre les stars, les starlettes et les idoles, puisque les idoles en Grèce, Laurent, on les compte sur les doigts d'une main. Et c'est surtout dans la chanson qu'on peut les trouver. Alors attention, hein, il n'y a pas de fans qui décorent leur chambre avec des posters, tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment de posters en Grèce. Il n'y a pas non plus de chasse aux autographes. Et pourquoi ? Bien, pourquoi, Laurent ? Eh bien parce que ces stars, ces idoles sont abordables. Hiver comme été, ils se produisent, ils font des concerts. Donc on peut aller les voir après le concert, justement, leur parler, discuter un peu. Ou alors quand ils sont dans une taverne à Athènes, dans un village, dans une île, après un concert, eh bien on peut aller leur parler et puis ils se prêtent aussi au jeu de la discussion. Donc c'est vrai que ça, c'est un côté qui, non pas tue le mythe, mais justement l'entretient, ce côté abordable. Eh bien nous, cher Laurent, on a eu la chance de rencontrer Andonis Remos. Et je vous invite à découvrir, Laurent, son univers dans ce reportage réalisé avec Aris Katsianis, Victor Milenkovic et Christos Nebotakis. À chaque fois qu'Andonis Remos apparaît, il provoque la même émotion. Ces jeunes filles sont venues en famille et bien avant que le spectacle commence pour être certaines d'avoir une bonne place. Elles ne rateraient cela pour rien au monde. Nos parents étaient fans. Ils nous ont initiés tôt pour transmettre cet amour de génération en génération et on adore Remos. Cela fait des années qu'il est au top. C'est parce qu'il travaille beaucoup, qu'il est beau et qu'il est très sympathique.
Ses fans viennent aussi du monde entier. Je viens d'Israël pour voir Andonis Ramos. C'est le meilleur chanteur au monde. Je ne comprends pas un mot de ce qu'il chante, mais sa musique me transporte ailleurs. Ce n'est pas un dieu, c'est une divinité, plus qu'une idole. Ses chansons d'amour, la passion qu'il y met dans l'interprétation font d'Andonis Ramos une idole. Et pour cause, dans les 20 dernières années de sa carrière, on ne lui attribue aucun faux pas. L'intéressé met d'ailleurs un point d'honneur à ne décevoir personne. Ça fait chaud au cœur d'avoir tant de succès, de savoir que mon travail est bien perçu, mais il y a aussi une responsabilité à cela. Parce que tout ce que l'on dit et tout ce que l'on fait, cela a des répercussions sur les jeunes qui me voient comme une idole, comme un exemple à suivre. Il faut donc être attentif pour ne pas transmettre les mauvais messages. J'espère pouvoir donner un bon exemple aux gens, non pas pour qu'ils deviennent meilleurs, mais pour que sur le plan sentimental, ils surpassent leurs difficultés grâce aux paroles de mes chansons, qu'ils s'amusent lors du spectacle, qu'ils tombent amoureux, qu'ils se divertissent et se sentent moins seuls grâce à mes chansons et à ma voix. Ses fans connaissent toutes ses chansons par cœur, mais ils en demandent toujours plus. Allez, c'est l'heure de la chanson que vous nous avez le plus demandé ce matin. Encore une fois, c'est Andonis Ramos. Augmentez le son de vos radios. Andonis Ramos est un tel phénomène que la radio la plus populaire du pays, l'AMSI FM, a dû prendre les devants. Nous avons mis en place une radio sur Internet qui ne passe que des chansons d'Andonis Ramos. C'est le seul artiste grec qui en a le droit. Et malgré cela, les gens en demandent encore et encore. Il y a un véritable amour du public. La clé de son succès est qu'il touche toutes les générations. Ce ne sont pas seulement les trentenaires ou les quadras, mais aussi les plus jeunes et les plus âgés. Il a su s'installer pour durer depuis 20 ans. L'AMSI, comme d'autres médias, contribue donc à entretenir l'amour des Grecs pour Andonis Ramos, afin qu'il reste l'idole des temps modernes. Et dites-moi, Alexia, est-ce qu'on trouve des idoles en Grèce, dans d'autres domaines que la chanson ? Effectivement, alors la prochaine fois, Laurent, de toute façon, il faut venir en Grèce voir ce genre d'idole, mais il y en a d'autres dans d'autres domaines, effectivement. Je vous citerai par exemple Giannis Antetokounmpo. C'est la star montante de la NBA puisqu'il joue dans l'équipe de basketball des Bucks de Milwaukee. Et effectivement, son parcours est absolument admirable. Il est arrivé en Grèce du Nigeria un petit peu avant sa naissance, une famille donc d'immigrés qui a eu la vie assez difficile. À 18 ans, il a obtenu le passeport grec et depuis, eh bien, il défend haut et fort les couleurs de la Grèce et forcément ça ravit les Grecs, mais ça ravit aussi les migrants, les réfugiés qui sont ici et qui le voient comme une idole. Alors, je ne sais pas, Alexia, si vous êtes une idole en Grèce, en tout cas en France, oui, je confirme effectivement qu'on me réclame souvent votre photo dédicacée. Je vous dis à bientôt pour la photo. À bientôt, merci. Laurent. Allez, avis à la population et au fan club de Julia Livage. Il est l'heure, effectivement, de faire une petite pause numérique maintenant. Alors, quand on surfe sur la toile, impossible de passer à côté des idoles des jeunes. Et j'ai nommé, bien sûr, chère Julia, bonjour, les youtubeurs. Exactement, ils sont devant les acteurs, devant les chanteurs et même devant les sportifs. Sur YouTube, sur Internet, c'est eux qui ont le pouvoir et qui ont une énorme influence sur leurs fans. Alors, ces youtubeurs, ils sont classés tous les ans. Alors, le classement 2018 met en premier Cyprien, premier depuis très longtemps déjà. Alors Cyprien, c'est un vidéaste blogueur, acteur, doubleur, scénariste de films, de bandes dessinées et animateur français. Sur sa page, on peut trouver des sketchs, des tranches de vie. Il est aujourd'hui à 12 millions d'abonnés. C'est le premier en France. Alors le deuxième, et seulement depuis peu, c'est Squeezie. Alors Squeezie, comme vous pouvez le voir là, eh bien c'est plutôt du jeu vidéo, mais il est aussi amateur de clips vidéo, de clips musicaux, de clips humoristiques et il a dépassé les 11 millions. Depuis le mois de juin, et donc il a dépassé le fameux Norman qui est 3e. Alors on part en Amérique du Sud. Pourquoi ? Parce qu'en Amérique du Sud, le premier s'appelle German. Sa chaîne s'appelle Yo Hola Soy German. Alors German, il a quand même 34,7 millions. Évidemment, on est sur une superficie et un nombre d'habitants beaucoup plus élevé. Alors lui, il a beaucoup d'humour, beaucoup de tempérament, beaucoup de fantaisie. C'est ce qui fait de lui le youtubeur préféré en Amérique latine. Et je termine avec cette
cette youtubeuse-là pour vous parler d'une tendance assez étonnante. Elle est comme les autres youtubeuses, elle se met en scène face caméra, elle raconte sa vie, elle parle de jeux vidéo, de mode, de tout sur Internet. Elle produit près d'une vidéo par jour pour plus de 2 millions d'abonnés. C'est beaucoup pour quelqu'un qui n'existe pas. Derrière elle, script, acteurs, actrices, mais ces jeunes femmes-là, sur Internet, ces dessins, ces personnages qui n'existent pas font un tabac. Merci beaucoup, Julia. Vous parliez d'Amérique du Sud. Et bien justement, pour la suite du voyage direction le Brésil, où, contre toute attente, la plus grande idole n'est pas un footballeur, non, mais un jeune pilote qui a fait rêver tout un peuple. Bonjour, Fanny. Bien plus qu'un champion, Ayrton Senna a redonné des couleurs au pays qui en avait bien besoin. Bonjour Laurent. Dans les années 80, alors que le Brésil avait du mal à se relever de la dictature militaire, est apparu un jeune garçon qui, chaque dimanche, redonnait fierté à des millions de Brésiliens scotchés à leur poste de télévision. Ayrton Senna, coureur de Formule 1, sacré plus grand champion du monde, un blanc d'origine bourgeoise, pratiquant un sport d'élite, et pourtant il a réussi à conquérir le cœur de toutes les classes sociales brésiliennes par sa gentillesse, sa persévérance et son perfectionnisme. La mort tragique du prodige de la piste à seulement 34 ans a créé autour de son nom un mythe, une légende, et vous allez le voir, tout un héritage. C'est un reportage réalisé par Marie Dengagbe et Louise Rollet. Au pays du ballon rond, l'idole des Brésiliens ne s'est pourtant pas illustrée sur les terrains de foot, mais sur les pistes de Formule 1. Ayrton Senna, triple champion du monde. Pendant plus d'une décennie, celui que ses fans surnommaient Magic Senna a fait vibrer toute une nation. Une étoile filante, car en 1994, à seulement 34 ans... Madame, monsieur, bonsoir. Le pilote brésilien Ayrton Senna est mort cet après-midi à l'hôpital de Bologne, en Italie, après un terrible accident au cours du Grand Prix de Saint-Marin. Sa voiture se pulvérise à 260 km/h dans un virage du circuit d'Imola, en Italie. À l'autre bout du monde, le Brésil tout entier lui rend hommage. 25 ans après sa mort, ses fans font vivre sa légende. À Rio, ce fan club né il y a 2 ans réunit plus de 40 000 personnes sur les réseaux sociaux. Chaque mois, des petits groupes se réunissent comme ici pour partager leurs souvenirs. Mon père me disait, demain, il court au Japon. Et il me réveillait dans la nuit pour assister à sa course. À l'époque, le Brésilien avait un complexe. Il se sentait inférieur aux autres nations. Et de nulle part, un coureur arrive et brandit le drapeau brésilien et dit au monde entier qu'il est fier d'être brésilien. Il nous a donné espoir. Il nous a fait comprendre qu'on pouvait accomplir de grandes choses. Une légende dont le célèbre casque jaune et vert est devenu un objet de collection. À São Paulo, sa ville d'origine, Ayrton Senna les faisait confectionner dans cet atelier familial. Ancien ami d'enfance, Alan Mosca est le seul à pouvoir aujourd'hui reproduire les mesures exactes. Je garde les secrets de confection derrière sa photo, comme s'il surveillait les mesures du casque. C'est une fabrication artisanale. Un savoir-faire transmis par son père et qui a un prix. Près de 800 € le casque grandeur nature, 300 € la miniature. Il faut que la personne qui l'a vu courir sente que c'est exactement la même énergie transmise dans ce casque. L'énergie de son époque. Il en vend une dizaine chaque mois. Ayrton Senna est devenu une marque déposée dont les royalties rapportent chaque année plus de 5 millions d'euros à l'institut qui porte son nom, destiné à l'amélioration de l'enseignement public. Les fans y viennent en pèlerinage et donnent ce qu'ils peuvent. En choisissant l'éducation comme cause, comme une marque de l'Institut, il a vu juste. Parce qu'aujourd'hui, on change les choses. On touche 90% des enfants qui ne bénéficiaient pas d'une éducation adéquate dans le système public, qui n'étaient pas préparés à la vie. Chaque année, l'Institut forme 60 000 professeurs de l'enseignement public. Un héritage Ayrton Senna qui se transmet aux nouvelles générations de Brésiliens.
Et oui, et dans Fanny, il y a Fan. Merci Fanny, à bientôt évidemment. Allez, retour chez nous à présent. Devant la foule en délire, Damien Thévenot va entrer en scène. Oui, quand on parle d'idole en France, Damien, bonjour. Bonjour Laurent. On fait référence à une période particulière en fait. Oui, exactement. En fait, les origines, ce sont les années 60, Laurent. Parce qu'avant cette date, dans les années 50, on parlait plutôt de vedettes de la chanson. Vous disiez Piaf, Trenet, Brassens, ce sont des vedettes. Arrivent les années 60, déferle le rock'n'roll et c'est l'éclosion des idoles. Alors, regardez cette photo célèbre de Jean-Marie Perrier. On va dire que les idoles des idoles, c'est quand même Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Sheila, Claude François et Françoise Hardy. Allez, les idoles des idoles. Qui vraiment incarnent, Laurent, la définition du mot idole. Alors justement, c'est quoi la définition ? Alors, c'est quelqu'un dont tous les faits et gestes sont scrutés, qui sont adorés par des millions de gens, et surtout, c'est quelqu'un qui, dès qu'il apparaît en public, suscite l'émeute. Regardez ce document de 1965, mariage à Loconville dans l'Oise de Johnny Hallyday, Sylvie Vartan. Regardez. Alors, c'est la folie. Tout le monde se bouscule. Il y a des photographes qui ont regardé, qui passent la tête à travers les tuiles des toitures avoisinantes pour ne pas rater la photo du siècle. Évidemment, quand une idole rencontre une autre idole, ça donne ça. Autre exemple, Laurent, avec Claude François. Alors, Claude François, il avait les fans qui logeaient, habitaient dans son hall d'entrée, qui l'attendaient sur son palier. Et regardez, alors, il met en scène, on est d'accord, il adorait ça, on est d'accord. Mais regardez ce que l'idole est prête à faire pour avoir 1 centimètre carré de contact avec la peau de son idole. D'ailleurs, je ne comprends même pas qu'il ne roule même pas sur les pieds de ces jeunes filles. Claude François, il fallait être habile quand même, il fallait être bon conducteur. Ah, vous avez raison. Alors, question tendance, c'est l'idole qui donne le là. C'est l'idole qui donne là, évidemment. Il est prescripteur, l'idole. Si on prend, allez, encore les années 60, regardez Sheila. Sheila, elle avait ce look, l'espèce de petite couette, la coiffure, la robe. Il y a eu des millions de jeunes adolescents dans les années 60, Laurent, qui ont adopté ce look, qui portaient le parfum de Sheila, qui voulaient se maquiller comme Sheila. Ouais, dans les années 80-90, il y a un artiste en particulier qui a déchaîné les passions, c'est Patrick. Patrick, avec 50 i, évidemment. Patrick Bruel, c'est l'idole des années 80-90, génération Place des Grands Hommes. Et on a encore un document qui vaut son pesant de cacahuètes, si vous m'excusez cette familiarité. Patrick Bruel est allé manger une pizza sur les Champs-Élysées. En quelques minutes, 700 fans se sont donné le mot. Ils l'attendent devant. Et Patrick a été extirpé par la police parce qu'il ne pouvait plus sortir du restaurant. Je vous assure que c'est vrai. Donc il est reparti en panier à salade, ce qui est un comble quand on vient manger une pizza. On est d'accord. Et on a fait l'image arrêtée pour bien vous prouver. Il est sous la casquette normalement. Patrick Bruel, on l'a vu subrepticement. On la voit pas. Mais en tout cas, voilà, il était sous la casquette, escorté par des policiers. C'est quand même totalement dément. Ça s'est calmé depuis pour lui, heureusement. Voilà, la casquette et les lunettes de soleil, c'est Patrick. Et en 2019, à l'inverse, le mot idole a totalement disparu du langage courant, non ? Oui, c'est vrai qu'on ne parle plus tellement d'idole, à tel point, Laurent, que quand Johnny Hallyday est décédé, il y a un grand quotidien qui a titré « La dernière idole de la France s'en va ». Mais pour autant, l'adoration, l'adulation à l'égard de certains artistes, ça c'est immuable. Je dirais qu'aujourd'hui, en 2019, vous avez Louane, Maître Gims, soprano. Ce sont les idoles des temps modernes. Ils vendent beaucoup d'albums dans un contexte un peu compliqué pour les ventes de disques. Et puis, ils ont ce supplément d'âme qui fait qu'ils fascinent. Voilà, l'idole, pourquoi elle fascine. C'est comme ça. On vient de voir avec Julien à l'instant toute l'importance d'Internet. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui être une icône et ne pas être sur les réseaux sociaux ? Oui, à condition d'avoir été icône et idole avant. Voilà, regardez, Mylène Farmer, on la voit très peu. Ses interviews médiatiques, il n'y en a pratiquement jamais. Dès qu'elle annonce une salle, une date, les places se vendent en quelques minutes, 20-30 000 places. Ça, c'est une idole. Jean-Jacques Goldman, Laurent. Jean-Jacques Goldman, il ne parle plus, on ne le voit plus, et il est encore en tête des sondages de personnalités préférées des Français. Ça veut dire qu'une idole, normalement, quand c'est une vraie idole, son aura ne se dément pas. Alors, dans les années 60, un petit retour en arrière, les idoles étaient quasi exclusivement des stars de la chanson, un peu du cinéma quand même. Aujourd'hui, ça concerne beaucoup plus de personnes. David Guetta, par exemple. David Guetta, le DJ français, il a 21 millions de suiveurs, de followers, comme on dit sur Twitter. Il fait rayonner vraiment la France dans le monde entier. Il n'est pas chanteur, mais il est compositeur. Lui, c'est une véritable idole. Et on va terminer, Laurent, par l'idole des idoles, toute génération. Kylian Mbappé. Voilà, 21 ans depuis quelques jours, Kylian Mbappé. Alors lui, c'est le Zidane de 2018. Il y avait Zidane en 98. Lui, c'est une idole, tout le monde l'adore. Et un petit indice, Laurent, en général. Quand vous êtes une idole, il paraît que les marques publicitaires vous sollicitent beaucoup. Kylian Mbappé, il a signé un contrat pour une marque de montres, de cosmétiques, de baskets. Et je ne sais pas pourquoi, mais on va y réfléchir. Il paraît que quand vous êtes idole et qu'on vous propose des contrats publicitaires,
vous avez du mal à refuser. Je ne sais pas pourquoi. Oui. Non, c'est comme ça. En tout cas, il est jeune, il a du talent. Il est un peu comme vous. Oh, c'est gentil. Merci à vous, Damien. Allez, pour le dernier bain de foule, direction maintenant Séoul, où les chanteurs de K-pop réveillent le pays du matin calme. Bonjour Arnaud. Ces jeunes gens déclenchent littéralement l'hystérie du public. De quand date ce phénomène décoiffant made in Corée ? Alors bonjour Laurent, la K-pop, K pour coréenne, en anglais la pop coréenne, vous l'avez certainement découverte comme moi, c'était l'époque du Gangnam Style, 2012. Vous vous souvenez de la musique et des gestes, et encore vous ne voyez pas mes jambes, mais c'est un phénomène exceptionnel. Donc 2012, 3 milliards de vues, 3 milliards de personnes ont chanté et dansé sur cette vidéo de Psy. Alors les origines, ce sont les années 60, un mélange de yéyé, de pop américaine, c'est exactement ça, à la sauce kimchi, à la sauce coréenne, évidemment. Et dans les années 90, le gouvernement sud-coréen a mis son grain de sel et a investi massivement dans des salles de spectacle, des studios d'enregistrement et dans des fabriques à idoles propres sur elles qui ont déclenché ce phénomène décoiffant. Angélique Forget, Antoine Védéier et So Jeong-li sont allés aux origines de la K-pop à Séoul, la capitale. Ils n'ont peut-être pas rapporté d'autographe, mais ils ont rapporté ce reportage. Regardez. Look impeccable. Chorégraphie millimétrée. Voici BTS. Il y a aussi Blackpink, EXO, des noms qui ne vous disent peut-être rien, mais en Corée du Sud, ces groupes sont ultra populaires. Ils sont stars de K-pop et leur succès dépasse les frontières du pays. Des milliers d'adolescents sont fans. À Séoul, Dance School accueille tous les mois 1300 élèves. Quand vous descendez les mains, descendez-les tranquillement, pas d'un coup. Ici, ils apprennent à chanter et à danser comme leurs idoles. Ensemble, ils répètent les mouvements qui font le succès de la pop coréenne. J'adore cette chorégraphie. Ici, la plupart partagent le même rêve, devenir eux-mêmes artistes. Je veux être artiste K-pop parce que j'adore danser et chanter. Moi, je veux devenir une star de la K-pop parce que je veux être une source d'inspiration pour les gens. Mais pour devenir des stars, ces adolescents sont contraints à la perfection et s'entraînent à la dure pendant des années. C'est le cas de ONEUS, 6 jeunes hommes entre 18 et 23 ans. Bonjour, on est les ONEUS. Merci d'être venus. Cet après-midi, ils ont donné rendez-vous à la presse pour lancer officiellement le groupe qu'ils viennent de créer. L'aboutissement d'années de travail, ces 12 derniers mois en particulier ont été pour le moins intenses. On commençait tous les jours à 7 h. Officiellement, on avait le droit de s'arrêter vers minuit, mais en fait, on restait plus tard, jusqu'à 4 ou 5 heures du matin. Tout le monde veut faire des grandes écoles et travailler dur, mais nous aussi, on a travaillé dur pour atteindre notre rêve. Travailler dur, comme l'exigent les maisons de disques. En Corée, elles sont toutes puissantes et font signer aux artistes des contrats surnommés par la presse « contrats d'esclaves ». Presque impossible à rompre pour les vedettes. Ce n'est pas facile pour l'artiste de mettre fin au contrat. C'est le contrat lui-même qui l'indique. C'est vrai que les entreprises ont plus de pouvoir. Et les artistes doivent faire beaucoup de choses. Pas seulement se concentrer sur l'aspect artistique. Leur vie privée comme leurs relations amoureuses ou leur régime alimentaire sont étroitement contrôlés. Une pression que certains n'arrivent pas à supporter. En 2017, le chanteur phare du groupe SHINee met fin à ses jours dans une chambre d'hôtel. Les fans le savent, cet univers qui les fait rêver n'a pas que des bons côtés.
La mort du chanteur de SHINee a bien montré que l'industrie de la K-pop en Corée est très dure et génératrice de stress. C'est une industrie où la concurrence est très rude. J'imagine que c'est dur pour eux, surtout pour ceux qui débutent leur carrière. À bout, il arrive même que certains artistes s'effondrent en plein concert. Peut-être épuisés par tant de notoriété. Oui, effectivement, Arnaud, plutôt dur d'être une idole en Corée. Ah, c'est un monde impitoyable, c'est la face sombre de la K-pop, mais imaginez, dès l'adolescence, vous êtes contraint à la perfection. Et la K-pop, finalement, franchit les frontières de la Corée. Bon, soyons fous, est-ce qu'elle s'exporte en France, par exemple ? L'exemple de BTS est tout à fait frappant. Ils sont venus en France l'année dernière, ils ont fait salle comble, ils ont eu 2 albums classés dans les charts, les hit parades américains, ils ont fait la une du très prestigieux magazine Time, ils ont rapporté au pays 3 milliards d'euros parce qu'ils attirent les foules et les touristes et ils s'exportent comme d'autres groupes qui commencent à chanter en japonais, en mandarin pour conquérir la Chine et en anglais. Les petits soldats de la K-pop sont littéralement partis à la conquête du monde. Oui, c'est vrai. Très, très impressionnant. Merci beaucoup Arnaud pour ces témoignages, sans aucune fausse note bien entendu. Et à bientôt. Allez, mesdames, messieurs, notre émission touche à sa fin. Merci donc à nos 4 correspondants pour ce voyage de légende.